Le téléphone a sonné à 15h47, un jeudi pluvieux d'octobre. J'étais dans mon bureau au 38e étage d'une tour de la Défense, révisant la proposition de restructuration financière pour un conglomérat hôtelier qui perdait 2 millions d'euros par mois. Isabelle Martinez, de Martinez Conseil Financier. J'ai répondu dans mon ton professionnel, le plus poli. Mademoiselle Martinez, ici Victoire de Montclair. J'ai besoin de votre aide de toute urgence. Le nom m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Victoire de Montclair. Après 12 ans, je reconnaîtrai cette voix arrogante n'importe où. La même voix qui m'avait dit un jour que les gens comme moi n'arriveraient jamais à rien. La même voix qui avait ri quand j'avais renversé du jus d'orange sur le tapis persan à 15 000 € du salon. Comment puis-je vous aider, madame de Montclair? J'ai reçu votre recommandation par BNP Paribas. Ils m'ont dit que vous étiez la meilleure consultante financière d'Europe pour les situations délicates. Situation délicate. C'était une façon polie de dire que la famille de Montclair était ruinée. Je comprends. Pourriez-vous me donner plus de détails sur votre situation actuelle? Je l'ai entendu respirer profondément de l'autre côté de la ligne. Victoire de Montclair, la femme qui ne montrait jamais de faiblesse, était clairement nerveuse. Je préfère discuter en personne. Pourriez-vous venir à notre résidence demain? Disons à 14h, notre résidence. L'hôtel particulier de pierre de 3 étages dans le 7e arrondissement, où j'avais passé les 6 mois les plus difficiles et les plus formateurs de ma vie. Bien sûr, Madame de Montclair. Quelle est l'adresse? 47 avenue de Suffren. Demandez. Victoire de Montclair, comme si je pouvais oublier. 12 ans plus tôt, j'étais Isabelle Rodriguez, 19 ans, étudiante universitaire travaillant à temps partiel pour payer la faculté. Mon agence d'emploi temporaire m'avait envoyé travailler comme nounou pour les jumeaux de Montclair, Emma et Jacques, alors âgés de 8 ans. Je me souviens de la première fois que j'ai vu l'hôtel particulier. Portail en fer forgé, jardin, parfaitement entretenu, entrée de marbre qui faisait écho à chaque pas. Je portais ma seule tenue professionnelle, un ensemble noir bon marché de Zara, avec un sac à main d'imitation que j'avais acheté aux Puces de Saint-Ouen. Victoire de Montclair m'a reçu à la porte, blonde, élégante, portant un ensemble, Chanel qui coûtait probablement plus que mes frais de scolarité annuels. Elle m'a regardé de haut en bas avec ce sourire condescendant que j'ai appris à si bien connaître. Vous devez être Isabelle. J'espère que vous êtes plus compétente que la dernière fille qu'ils nous ont envoyée. Richard de Montclair était dans la bibliothèque, au téléphone pour quelque affaire de plusieurs millions d'euros. Homme grand, cheveux gris parfaitement coiffés, costume fait sur mesure. Quand il m'a vu, il a fait un geste désinvolte de la main, comme si j'étais un meuble qui venait d'être livré. Les enfants étaient difficiles. Emma avait le tempérament de la mère et l'arrogance du père. Jacques était silencieux, mais observait tout avec des yeux calculateurs. Le premier jour, Emma a renversé de la peinture sur ma blouse exprès. Quand je me suis plainte, Victoire a dit « Isabelle, ma chère, les enfants font des bêtises. Si vous ne pouvez pas gérer cela, peut-être que ce travail n'est pas fait pour vous. » Mais j'avais besoin de l'argent. 1 500 € par mois, plus que ce que je gagnais en 3 mois chez Quick. Durant les premières semaines, j'ai appris les règles non écrites de la maison de Montclair. Je devais être invisible quand il y avait des invités. Je ne devais pas utiliser le téléphone principal. Ma nourriture était sur une étagère séparée dans le réfrigérateur. Je ne devais pas m'asseoir sur les meubles du salon principal. Isabelle, ma chère, disait toujours Victoire quand elle voulait m'humilier. Rappelez-vous que vous êtes ici pour servir, pas pour vous sentir chez vous. Un jour, pendant que les enfants faisaient leurs devoirs, j'ai entendu Richard dans le bureau discuter d'investissement avec quelqu'un au téléphone. Il parlait d'Action d'Enron, de comment c'était un investissement sûr, de comment il mettait une partie significative du patrimoine familial dans cette entreprise. J'étudiais l'économie à Sciences Po. J'avais lu des articles questionnant la comptabilité d'Enron. J'ai eu l'audace de frapper à la porte du bureau. « Monsieur de Montclair, excusez-moi de vous interrompre,
Mais ne serait-il pas prudent de diversifier les investissements? Enron présente quelques indicateurs préoccupants. Il m'a regardé, comme si j'avais craché par terre. Isabelle, vous êtes nounou, pas conseillère financière. Gardez vos opinions sur des sujets que vous ne comprenez pas pour vous. Victoire est apparue derrière moi. Isabelle, ma chère, qu'est-ce que vous pensez que vous faites? Vous croyez vraiment être qualifiée pour donner des conseils financiers à mon mari? Je pensais juste que... Vous avez mal pensé. Les gens, comme vous, ne pensent pas aux investissements de millions d'euros. Les gens comme vous s'occupent des enfants et nettoient les dégâts. 6 mois plus tard, le scandale Enron a explosé. Richard de Montclair a perdu 40% du patrimoine familial en une seule semaine. S'il m'avait écouté, mais à ce moment-là, j'étais encore juste la nounou hispanique qui ne connaissait pas sa place. La goutte d'eau est venue un soir de décembre. Les de Montclair donnait une soirée de Noël pour 300 invités. Victoire avait engagé un traiteur, mais m'avait dit que je devais aider en coulisses. Je portais un plateau de champagne quand j'ai heurté Régis Moreau, un des associés d'affaires de Richard. Le champagne s'est renversé sur sa cravate. Mon Dieu, quelle maladroite! Victoire a crié assez fort pour que la moitié des invités l'entendent. « Isabelle, ma chère, cette cravate coûte plus que votre salaire mensuel. » Les invités ont ri. Je suis resté là, à 19 ans, tenant un plateau vide, sentant 300 pères Dieu me juger. « Peut-être, » a dit Constance. De Rothschild, une des amies de Victoire, devriez-vous engager des nounous avec plus de classe, Victoire? Oh, Constance, vous savez comme c'est difficile de trouver du personnel qualifié aujourd'hui. Certaines personnes ne sont tout simplement pas nées pour certaines positions. Cette nuit-là, j'ai été licencié. Victoire m'a donné une enveloppe avec mon salaire et a dit « Isabelle, ma chère, j'espère que cette expérience vous aura appris quelque chose sur votre place dans le monde. Certaines personnes naissent pour diriger, d'autres pour suivre. Il vaut mieux l'accepter tôt. » Je suis sorti de l'hôtel particulier de Montclair, une nuit froide de décembre, portant mon sac bon marché et une leçon qui vaudrait des millions. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me rabaisser. J'ai utilisé l'argent que j'avais économisé en travaillant pour eux pour déménager dans un minuscule appartement à Belleville. J'ai travaillé 3 emplois en finissant mes études d'économie. Nuit chez Quick, week-end à faire du ménage, matin à étudier. À 22 ans, j'ai obtenu ma licence avec mention très bien. À 24 ans, j'ai terminé mon MBA en finance à HEC. À 26 ans, je travaillais pour l'une des plus grandes firmes de conseil financier de la Défense. Et à 31 ans, j'ai ouvert ma propre entreprise, Martinez Conseil Financier. Pendant ces 12 années, je n'ai jamais oublié les de Montclair. J'ai lu sur eux dans Les Échos. Richard de Montclair, immobilier face aux difficultés après la récession de 2008, mauvais investissement dans l'immobilier, diversification inadéquate, des problèmes que j'aurais pu prévoir et éviter. Et maintenant, Victoire de Montclair m'appelait pour demander de l'aide. Le lendemain matin, j'ai choisi ma tenue soigneusement. Tailleur Armani noir, escarpin Louboutin, sac Hermès. Le même type de vêtements que Victoire portait pour m'intimider 12 ans plus tôt. Je suis arrivé au 47 avenue de Suffren exactement à 14 heures. Le concierge m'a annoncé comme « Mademoiselle Martinez de Martinez Conseil Financier ». Victoire de Montclair a ouvert la porte et mon cœur s'est accéléré. Elle était plus mince, avec des rides autour des yeux, cheveux toujours blonds, mais manifestement teints. Encore élégante, mais il y avait quelque chose de différent, une tension, une vulnérabilité qui n'était pas là auparavant. Mademoiselle Martinez, merci d'être venue. Entrez, je vous prie. Elle ne m'a pas reconnu. Bien sûr que non. Pour elle, j'étais juste une autre employée hispanique de plus, indiscernable des autres. La maison était impeccable comme toujours, mais j'ai remarqué de petits détails. L'absence de fleurs fraîches, quelques tableaux plus petits au mur où il y avait avant des œuvres d'art plus importantes, des signes que les choses n'allaient pas bien. Asseyez-vous, je vous prie, a-t-elle dit, me guidant vers le salon où je n'avais jamais été autorisé à m'asseoir. Richard est entré quelques minutes plus tard. Plus âgé, cheveux complètement blancs, mais toujours imposant. Lui non plus ne m'a pas reconnu.
Mademoiselle Martinez, merci d'avoir accepté notre dossier. Je comprends que vous avez une réputation exemplaire pour les situations complexes. C'est vrai, monsieur de Montclair. Avant de commencer, je dois comprendre exactement quelle est votre situation financière actuelle. Victoire et Richard ont échangé des regards. Finalement, elle a parlé. Mademoiselle Martinez, nous sommes une famille traditionnelle parisienne. Richard a construit un empire immobilier sur 30 ans. Nous avons toujours été conservateurs avec notre argent. Victoire. Richard l'a interrompu. Soyez direct. Mademoiselle Martinez a besoin de la vérité pour nous aider. Il a respiré profondément. Mademoiselle Martinez, nous sommes pratiquement ruinés. Le mot est resté suspendu dans l'air. Victoire a baissé les yeux, clairement gênée. Comment cela s'est-il produit? J'ai demandé de ma voix professionnelle la plus neutre. Une série de mauvaises décisions. Richard a admis. Investissement dans des projets immobiliers qui ne se sont pas matérialisés. Diversification inadéquate. Et puis est venu 2008. Nous avons perdu 60% de nos actifs dans la crise. Victoire a continué. Et depuis, nous ne faisons que saigner de l'argent. Je savais tout cela, bien sûr. J'avais recherché la situation financière des de Montclair de manière approfondie avant cette réunion, mais je voulais les entendre l'admettre. Quelle est votre situation de liquidité actuelle? Nous avons environ 200 000 € en compte courant, Richard a dit. La maison est hypothéquée à la limite. Nous avons des dettes d'environ 3 millions. Et les enfants? Emma est à Oxford, Jacques à Cambridge. Les frais de scolarité seuls sont de 140 000 € par an pour les deux. Victoire souffrait clairement de ces révélations. Mademoiselle Martinez, nous n'avons jamais imaginé que nous arriverions à ce point. Nous avons toujours tout eu. Nous avons toujours été prospères. Je comprends, j'ai dit calmement. Et qu'attendez-vous exactement que je fasse? Sauvez-nous, Victoire a dit simplement. Trouver un moyen de rembourser nos dettes, garder la maison et continuer à maintenir notre niveau de vie. Niveau de vie. La même femme qui m'avait dit un jour que les gens comme moi devaient accepter notre place me suppliait de sauver son niveau de vie. Cela va être difficile, j'ai dit. J'aurai besoin d'un accès complet à vos finances. Compte bancaire, investissement, propriété, dette, tout. Bien sûr, Richard a accepté rapidement. Et j'aurai besoin d'une autorité totale pour faire les changements que je jugerai nécessaires. Quel type de changement? Victoire a demandé nerveusement. Liquidation d'actifs, renégociation de dettes, restructuration complète de vos portefeuilles. Certains changements peuvent être significatifs. Victoire semblait mal à l'aise, mais Richard a acquiescé. Mademoiselle Martinez, nous ferons ce qu'il faut. Excellent. Mes honoraires sont de 50 000 € initiaux, plus 15% de toute somme, que je réussis à économiser ou récupérer pour vous. C'était une somme substantielle, mais je savais qu'il paierait. D'accord, Richard a dit, sans hésiter. Dans les 3 mois suivants, j'ai plongé dans les finances de la famille de Montclair, avec la précision d'un chirurgien. Chaque investissement, chaque dépense, chaque décision financière des 15 dernières années. Ce que j'ai découvert était encore pire que ce que j'imaginais. Richard de Montclair n'était pas seulement imprudent avec l'argent, il était incompétent. Investissement dans des entreprises pyramidales évidentes. Diversification, inexistante. Dépenses absurdes en articles de statut. Un exemple parfait, il dépensait 15 000 € par mois en fleurs pour la maison. Des fleurs. Pendant qu'ils accumulaient des dettes de cartes de crédit, Victoire n'était pas mieux. Son compte chez Galeries Lafayette seul avait 200 000 € d'achats les 2 dernières années. Des chaussures qu'elle ne portait jamais. Des sacs qui restaient dans l'armoire. Mais le plus révélateur fut de trouver les registres financiers de 2001. Là, noir sur blanc, Richard avait investi 2 millions d'euros en actions Enron. Exactement ce que j'avais essayé de le dissuader de faire 12 ans plus tôt. S'il m'avait écouté, la nounou hispanique de 19 ans, il aurait évité une perte de 2 millions d'euros. Ma stratégie fut méthodique. D'abord, j'ai liquidé tous les investissements problématiques, puis j'ai renégocié chaque dette individuellement.
J'ai utilisé mes contacts à la défense pour obtenir des conditions favorables. Plus important, j'ai élaboré un plan de 5 ans pour non seulement rembourser leurs dettes, mais reconstruire leur patrimoine. Pendant toute cette période, j'ai maintenu des réunions hebdomadaires avec Victoire et Richard. Ils me traitaient avec respect, même avec déférence. J'étais l'experte qui pouvait les sauver. Victoire offrait toujours du thé dans ses tasses en porcelaine de Limoges. La même porcelaine que j'avais lavée comme nounou, mais que je n'avais jamais été autorisé à utiliser. « Mademoiselle Martinez, disait-elle, je ne sais comment vous remercier suffisamment pour ce que vous faites pour notre famille. Si elle avait su que j'étais la même fille qu'elle avait humiliée 12 ans plus tôt, en mars, 6 mois après, notre première réunion, j'ai convoqué Victoire et Richard pour une présentation finale de leur situation financière. J'ai préparé une présentation PowerPoint de 47 diapositives détaillant chaque aspect de leur restructuration financière. Avant de commencer, j'ai dit « J'aimerais partager quelques chiffres impressionnants ». J'ai allumé le projecteur. Quand j'ai pris votre dossier, vous aviez des dettes nettes de 2,8 millions d'euros. Aujourd'hui, vos dettes nettes sont de 400 000 euros. Victoire a soupiré de soulagement. Plus important, j'ai continué, j'ai établi un fonds d'investissement diversifié qui devrait générer des retours annuels de 8 à 12% les 15 prochaines années. Cela signifie que, Richard a commencé, cela signifie qu'en 5 ans, vous aurez non seulement remboursé toutes les dettes, mais reconstruit un patrimoine net d'environ 8 millions d'euros. Victoire a commencé à pleurer, larmes de soulagement et de gratitude. Mademoiselle Martinez, vous avez sauvé notre famille. Nous n'avons pas de mots pour vous remercier. En fait, j'ai dit calmement, nous avons une dernière question à discuter. J'ai changé à la diapositive suivante. C'était une photo de l'hôtel particulier de Montclair. Cette maison, j'ai dit, représente 40% de vos actifs actuels. Pour optimiser votre portefeuille, je recommande que vous la vendiez et déménagiez vers quelque chose de plus petit. Le silence fut assourdissant. Vendre la maison? Victoire a finalement demandé. Mais cette maison est dans notre famille, depuis des générations. Je comprends l'attachement sentimental, j'ai répondu professionnellement. Mais financièrement, c'est la décision la plus prudente. Où déménagerions-nous? Richard a demandé. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. J'ai trouvé un appartement charmant dans le 16e. 3 chambres, 2 suites, vue sur le bois de Boulogne. Beaucoup plus adapté à vos besoins actuels. Victoire a regardé la photo et a pâli. Mademoiselle Martinez, cet appartement est plus petit, beaucoup plus petit. Il est 40% plus petit, j'ai accepté. Mais coûte aussi 60% moins cher à entretenir, et vous aurez encore assez d'argent pour maintenir votre niveau de vie. Quel niveau de vie? Victoire a demandé d'une petite voix. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Budget mensuel recommandé. Basé sur mes calculs, vous pouvez confortablement dépenser 8 000 euros par mois en dépenses personnelles. 8 000? Victoire a presque crié. Mademoiselle Martinez, nous dépensons plus que cela juste en restaurant. Exactement, j'ai dit calmement, et c'est pourquoi vous êtes arrivé au point de quasi-faillite. Richard étudiait les chiffres silencieusement. Mademoiselle Martinez, je comprends la logique, mais ce budget signifierait des changements dramatiques dans notre façon de vivre, changements nécessaires, j'ai répondu. L'alternative est la faillite complète dans 2 ans. Victoire était clairement en panique. Mais comment allons-nous expliquer à nos amis, à nos enfants, nous sommes les de Montclair. Nous ne pouvons pas simplement réduire. La même femme qui m'avait dit d'accepter ma place dans le monde résistait maintenant à accepter la sienne. Madame de Montclair, j'ai dit de ma voix la plus professionnelle, vous m'avez engagé pour vous sauver financièrement. C'est le chemin. Existe-t-il une alternative? Richard a demandé avec hésitation. J'ai souri intérieurement. Le moment que j'avais planifié pendant 6 mois était arrivé. En fait, j'ai dit, il existe une alternative.
J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Proposition d'acquisition. Mon entreprise est prête à faire une offre pour votre hôtel particulier. Prix du marché intégral. Clôture en 30 jours. Victoire semblait confuse. Votre entreprise veut acheter notre maison? Correct. Nous avons des clients qui cherchent des propriétés de prestige dans le 7e arrondissement. Et ensuite, Richard a demandé, ensuite vous déménagez dans l'appartement que j'ai montré ou cherchez quelque chose de similaire. Avec l'argent de la vente, je rembourse toutes vos dettes restantes et il reste encore 2 millions pour les investissements. Victoire traitait tout cela. Alors, nous perdrions la maison de toute façon? La différence, j'ai expliqué, c'est qu'en vendant à mon entreprise, vous maximisez la valeur et garantissez une clôture sans complications. Richard a acquiescé lentement. Cela fait sens financièrement. Victoire semblait encore en état de choc. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, j'ai dit gentiment. C'est une décision importante. Que diriez-vous de nous rencontrer à nouveau la semaine prochaine? Une semaine plus tard, Victoire m'a appelé. Mademoiselle Martinez, Richard et moi avons décidé d'accepter votre proposition. Nous vendrons la maison à votre entreprise. Excellent choix, Madame de Montclair. Je préparerai toute la documentation. Mademoiselle Martinez, puis-je demander qui est le client qui veut acheter notre maison? J'ai souri au téléphone. En fait, Madame de Montclair, c'est moi. Je vais acheter votre maison. Silence complet de l'autre côté de la ligne. Vous? Oui. J'ai toujours admiré la propriété. Quand elle est devenue disponible, je n'ai pas pu résister. Mais comment pouvez-vous la payer? Madame de Montclair, Martinez Conseil Financier, est une entreprise très prospère. Mes clients incluent certaines des familles les plus riches du pays. Plus de silence. Je comprends, elle a finalement dit d'une voix étrange. La clôture s'est passée dans un bureau d'avocat dans le 8e. Victoire et Richard ont signé des dizaines de documents transférant la propriété du 47 avenue de Suffren à Isabelle Martinez. Quand nous avons terminé, Victoire m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. Mademoiselle Martinez, puis-je poser une question personnelle? Bien sûr, vous semblez familière. Sommes-nous sûrs que nous ne nous sommes jamais rencontrés avant? Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé mon expression neutre. Je ne le crois pas, Madame de Montclair. J'ai un de ces visages communs. Elle a continué à m'étudier. C'est étrange. Je jure que je vous reconnais de quelque part, Richard. Interrompu. Victoire, ma chère, vous dites ça de tout le monde. Allons-y, nous devons voir le nouvel appartement. Pendant qu'il sortait, Victoire s'est retournée une dernière fois. Mademoiselle Martinez, j'espère que vous serez heureuse dans votre nouvelle maison. J'en suis sûr, Madame de Montclair. 2 mois plus tard, j'ai déménagé au 47 avenue de Suffren. L'hôtel particulier qui m'avait autrefois intimidé était maintenant le mien. J'ai gardé la décoration presque intacte. La bibliothèque où Richard avait refusé mon conseil sur un rond. Le salon où j'avais renversé du champagne à la soirée de Noël. La cuisine où Victoire me rappelait constamment ma place. Mais j'ai fait quelques changements significatifs. J'ai transformé la chambre de bonne, où je n'avais jamais été autorisé à entrer, en mon bureau principal. Et sur le mur principal du salon, j'ai fait encadrer mon diplôme de MBA de HEC. 3 mois après le déménagement, j'ai organisé une pendaison de crémaillère. J'ai invité 50 des professionnels financiers les plus influents de Paris. Le même type d'événement que les de Montclair avaient l'habitude de donner. Pendant la soirée, mon assistant m'a remis une carte de visite. « Isabelle, il y a une femme à la porte qui dit vous connaître. Elle semble perturbée. » J'ai regardé la carte. Victoire de Montclair. Je suis allé à la porte où Victoire attendait. Elle semblait plus âgée, plus fragile. Elle portait une robe que je reconnaissais. Elle la portait fréquemment quand j'étais nounou. « Mademoiselle Martinez !» Elle a dit d'une voix tendue, « J'espère ne pas interrompre votre soirée. » « Pas du tout, Madame de Montclair. Aimeriez-vous entrer ?»
Elle a hésité, puis a acquiescé. Nous sommes entrés dans le salon principal. Maintenant, plein d'invités élégants, buvant du champagne et admirant les tableaux qui appartenaient autrefois aux de Montclair. Victoire a regardé autour avec une expression de douleur profonde. « C'est surréaliste », elle a murmuré, « être dans ma propre maison comme visiteur. » « Je peux comprendre que ce soit difficile, » j'ai dit gentiment. « Mademoiselle Martinez, je dois demander quelque chose. Et s'il vous plaît, soyez honnête avec moi. Mon estomac s'est contracté. Bien sûr. Nous connaissons-nous déjà? Avant que vous deveniez notre conseillère, pourquoi demandez-vous? Parce qu'il y a quelque chose à propos de vous, quelque chose de familier. Et parce que... » Elle a hésité. Parce que vous saviez des choses sur notre situation financière que nous ne vous avions jamais dites. Des choses spécifiques sur nos investissements passés. J'aurais pu mentir, j'aurais pu garder mon identité secrète pour... toujours. Mais en regardant Victoire de Montclair dans la maison qui était autrefois la sienne, portant une robe que je reconnaissais d'il y a 12 ans, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La compassion. « Madame de Montclair, j'ai dit calmement, vous souvenez-vous d'une nounou qui a travaillé pour vous en 2001? Isabelle Rodriguez? » Elle a froncé les sourcils. « Isabelle Rodriguez? Oui, vaguement. Une fille hispanique. Pourquoi? Parce que cette fille hispanique, c'était moi. » Son visage a perdu toute couleur. « Vous êtes Isabelle Rodriguez. Maintenant, Isabelle Martinez. La nounou que vous avez licenciée après la soirée de Noël. » Victoire a légèrement vacillé. Je l'ai guidée vers une chaise. « Mon Dieu, » elle a chuchoté, « vous êtes la nounou. » Je le suis. Et vous avez acheté notre maison. Vous nous avez sauvés de la faillite. Je suis devenu exactement le type de personne que vous disiez que je ne deviendrais jamais. Victoire est restée silencieuse longtemps, traitant tout. « Isabelle, » elle a finalement dit, « Je dois vous présenter des excuses. » Pourquoi? Pour ce que je vous ai dit. Pour la façon dont nous vous avons traité. Vous étiez riches et puissants, et j'étais juste la domestique. J'ai terminé pour elle. Vous m'avez traité exactement comme la société vous avait appris à traiter les gens comme moi. Cela ne justifie rien. J'ai regardé autour du salon plein de mes invités, tous parlant d'affaires et d'investissement, tous me traitant avec le respect que Victoire ne m'avait jamais donné. Savez-vous ce qui est ironique, Madame de Montclair? Quoi? Si vous m'aviez écouté cette fois-là, quand j'ai essayé de vous avertir sur Enron, vous auriez économisé 2 millions d'euros. Vous ne seriez jamais arrivé au bord de la faillite. Victoire a fermé les yeux. Vous aviez raison. Surtout, j'étais juste une fille de 19 ans essayant d'aider. Et nous vous avons traité comme de la poubelle. Nous sommes restés assises en silence, observant mes invités célébrer dans la maison qui était autrefois la sienne. « Isabelle, » Victoire a dit finalement, « vous avez eu votre revanche. Vous nous avez sauvés de la faillite, acheté notre maison, forcé à réduire notre niveau de vie. Vous avez gagné. J'ai regardé cette femme qui représentait autrefois tout ce que je voulais vaincre, maintenant petite et brisée dans mon salon. Madame de Montclair, j'ai dit gentiment, je n'ai pas fait cela par vengeance, non. Je l'ai fait parce que, malgré tout, vous aviez besoin d'aide. Et parce que j'avais la capacité d'aider, même après la façon dont nous vous avons traité, surtout à cause de la façon dont vous m'avez traité. » Victoire m'a regardé avec confusion. « Je ne comprends pas. Madame de Montclair, vous m'avez enseigné la leçon la plus précieuse de ma vie, que le respect ne se donne pas. Il se gagne, que le succès ne dépend pas d'où vous naissez, mais de ce que vous construisez. Vous m'avez motivé à devenir qui je suis aujourd'hui. Nous vous avons humilié, et cette humiliation m'a donné de la force. » Victoire a commencé à pleurer silencieusement. « Isabelle, comment puis-je compenser? » Vous n'avez rien à compenser, Madame de Montclair. Vous m'avez fait le plus grand cadeau possible, la détermination de prouver que vous aviez tort. Victoire a quitté la soirée cette nuit-là, avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas seulement de la tristesse ou du regret, c'était quelque chose de plus profond, la compréhension.
Dans les mois qui ont suivi, nous avons maintenu un contact occasionnel. Elle m'envoyait des cartes de Noël et me donnait des nouvelles d'Emma et Jacques, qui avaient obtenu leur diplôme et commencé leur propre carrière. Un jour, j'ai reçu un appel d'elle. « Isabelle, j'ai une faveur à demander. Bien sûr, Madame de Montclair. Richard et moi aimerions créer une bourse d'études pour les jeunes hispaniques qui veulent étudier l'économie et la finance. J'ai gardé le silence. Surprise. Et nous aimerions que vous soyez notre partenaire dans ce projet. Pourquoi? Parce que vous avez prouvé que le talent et la détermination sont plus importants que l'origine ou les connexions, parce que nous voulons aider d'autres jeunes comme vous. 6 mois plus tard, nous avons lancé la bourse Isabelle Rodriguez de Montclair. Chaque année, nous offrons une éducation universitaire complète à 10 jeunes hispaniques qui démontrent une aptitude pour la finance. La cérémonie de lancement a eu lieu dans la bibliothèque de ma maison, la même bibliothèque où Richard avait autrefois rejeté mon conseil sur les investissements. Victoire a fait un discours émouvant sur les secondes chances et reconnaître les talents inattendus. Richard a parlé de l'importance d'écouter des perspectives différentes, et j'ai parlé de comment les expériences les plus difficiles de la vie peuvent devenir notre plus grande motivation. Il y a 12 ans, j'ai dit à une audience d'investisseurs, d'éducateurs et de jeunes étudiants, j'étais une nounou de 19 ans dans cette même maison. J'ai été licencié pour avoir renversé du champagne et pour avoir osé donner des conseils financiers au-dessus de ma position. J'ai regardé Victoire, qui était assise au premier rang avec des larmes aux yeux. Aujourd'hui, je suis propriétaire de cette maison et j'ai le privilège d'aider d'autres jeunes qui, comme moi, ont de grands rêves mais peu d'opportunités. L'audience a applaudi, mais je n'avais pas terminé. Cette bourse ne concerne pas la vengeance ou la justice. Elle concerne la reconnaissance que le talent existe dans des endroits inattendus et que notre responsabilité en tant que société est de nourrir ce talent, pas de le supprimer. Après la cérémonie, Victoire s'est approchée de moi. « Isabelle, puis-je vous dire quelque chose? » « Bien sûr, vous êtes devenue la femme que j'ai toujours voulu qu'Emma soit. Forte, indépendante, prospère, mais aussi compatissante. Emma est une jeune femme brillante. Elle trouvera son propre chemin. Je l'espère, et j'espère que quand elle le trouvera, elle se souviendra de la leçon que vous nous avez enseignée. Quelle leçon? Que le vrai pouvoir n'est pas de diminuer les autres, mais de les élever. 2 ans plus tard, Martinez Conseil Financier était devenue l'une des principales firmes de conseil financier d'Europe. Nous avions des bureaux à Paris, Londres et Francfort, avec une équipe de 127 employés. Mais ce dont j'étais le plus fier n'étaient pas les chiffres financiers. C'était de savoir que 60% de mon équipe venait de milieux non traditionnels. Jeunes hispaniques, africains, asiatiques et de familles ouvrières qui, comme moi, avaient été sous-estimés à un moment de leur vie. Un après-midi de jeudi, mon assistante m'a informé qu'il y avait une jeune femme à la réception demandant à me parler. Elle dit qu'elle est Emma de Montclair. Emma, la petite fille de 8 ans qui avait l'habitude de renverser de la peinture sur ma blouse exprès, était devenue une femme de 22 ans, fraîchement diplômée d'Oxford. Faites-la entrer. Emma est entrée dans mon bureau avec une confiance que j'ai immédiatement reconnue. Elle était l'image de sa mère au même âge, blonde, élégante, bien habillée. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une humilité que Victoire n'avait jamais eue. « Mademoiselle Martinez ?» elle a dit, tendant la main. « Merci de me recevoir. Emma, c'est un plaisir de vous revoir. Comment puis-je vous aider? En fait, je suis venu ici pour m'excuser. » Cela m'a surprise. « Vous excuser de quoi? » Pour ce que ma famille vous a fait, pour la façon dont nous vous avons traité quand vous travailliez pour nous. J'ai indiqué une chaise. Emma, vous n'étiez qu'une enfant. Oui, mais même enfant. Je savais que nous étions cruels. Je voyais comment ma mère vous parlait, comment mon père vous ignorait, et moi, j'ai participé à cela. Vous vous souvenez de cela? Je me souviens de tout, mademoiselle Martinez. Je me souviens d'avoir renversé de la peinture sur votre blouse le premier jour.
Je me souviens de la nuit où vous avez été licencié. Je me souviens de vous essayant de nous aider avec nos devoirs, même quand nous étions impossibles. Emma a respiré profondément. Et je me souviens de vous essayant d'avertir mon père sur les mauvais investissements. Vous aviez raison, n'est-ce pas? Sur Enron? Oui, j'avais raison. S'il vous avait écouté, notre famille n'aurait jamais perdu tant d'argent. Probablement pas. Mademoiselle Martinez, j'ai passé les 4 dernières années à Oxford à étudier l'économie. J'ai appris l'analyse des risques, la diversification de portefeuilles, les indicateurs de marché. Et tout ce que j'ai appris me fait réaliser que vous, à 19 ans, compreniez plus sur la finance que mon père à 50. Nous sommes restés silencieux un moment. Emma, j'ai dit finalement, pourquoi me racontez-vous cela? Parce que je veux travailler pour vous. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Travailler pour moi? Oui, je veux apprendre. De vous. Je veux comprendre comment vous avez construit tout cela, et je veux essayer de compenser, d'une certaine façon, ce que ma famille a fait. J'ai regardé cette jeune femme qui représentait tout ce que je voulais être autrefois, riche, éduquée, connectée, demandant maintenant à travailler pour l'ancienne nounou de la famille. Emma, vous n'avez rien à compenser, et vous n'avez certainement pas besoin de travailler pour moi. Avec votre background, n'importe quelle firme de la City vous embaucherait. Je sais, j'ai reçu des offres de Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, et je les ai rejetées. Parce que je veux travailler pour quelqu'un qui a construit quelque chose à partir de rien, quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être sous-estimé. Vos parents savent que vous êtes ici? Emma a souri, le premier sourire authentique que j'avais vu d'elle depuis qu'elle était enfant. Ma mère a suggéré que je vienne. Sérieusement? Elle a dit, « Emma, si tu veux apprendre les affaires pour de vrai, va parler à Isabelle Martinez. Elle t'apprendra des choses qu'aucune université ne peut enseigner. » Emma de Montclair est devenue mon assistante personnelle, et avec le temps, l'une de mes consultantes les plus talentueuses. Elle avait la même intelligence naturelle que ses parents, mais combinée avec une humilité et une détermination qu'ils n'avaient jamais possédées. En travaillant avec moi, elle a appris à analyser les entreprises depuis la base, comprendre les besoins des clients de différents milieux, et surtout à ne jamais sous-estimer personne basée sur les apparences ou l'origine. 1 an plus tard, lors de notre réunion mensuelle d'équipe, Emma a présenté une proposition révolutionnaire. Je veux créer un programme de mentorat. Elle a annoncé à notre équipe de 20 consultants seniors. Partenariat avec les lycées publics de quartiers défavorisés pour enseigner l'éducation financière de base aux adolescents. Expliquez mieux, j'ai demandé. Beaucoup de jeunes de communautés à faible revenu n'apprennent jamais les concepts de base comme le budget, l'investissement ou la planification financière. Ils grandissent avec peur du système financier parce que personne ne leur a jamais expliqué comment il fonctionne. C'était une idée brillante. Et comment vous voyez cela fonctionner? Chaque consultant de notre entreprise adopterait un lycée. 1 fois par mois, nous passerions 2 heures à enseigner des concepts financiers de base. À la fin de l'année, les meilleurs élèves recevraient des stages rémunérés ici dans l'entreprise. Marc Dubois, un de mes consultants seniors, a levé la main. Emma, cela sonne comme beaucoup de travail bénévole. Quel est le retour pour l'entreprise? Emma l'a regardé directement. Marc, vous avez grandi à Belleville, c'est ça? Premier de votre famille à aller à l'université? Oui. Et si quelqu'un vous avait enseigné sur la finance quand vous aviez 15 ans, cela aurait changé votre trajectoire? Marc a acquiescé. Lentement, cela m'aurait probablement épargné des années d'erreurs coûteuses. Exactement. Le retour pour notre entreprise sont des employés futurs qui comprennent vraiment ce que c'est de construire la richesse à partir de zéro. Des gens qui valorisent les opportunités parce qu'ils savent à quel point elles sont rares. Nous avons approuvé le programme à l'unanimité. Le programme de mentorat financier Martinez de Montclair a été lancé 6 mois plus tard dans 12 lycées publics de Paris
Emma dirigeait personnellement les sessions dans son ancien lycée privé du 16e, pendant que je travaillais avec un lycée de Belleville, où j'avais grandi. L'ironie était parfaite. Emma de Montclair, héritière d'une famille traditionnellement riche, enseignant aux jeunes privilégiés la responsabilité financière. Et moi, l'ancienne nounou, enseignant aux jeunes de communautés défavorisées comment construire la richesse. Pendant l'une de ces sessions, une élève de 16 ans appelée Sophia a levé la main. « Mademoiselle Martinez, comment saviez-vous que vous vouliez travailler en finance ?» J'ai regardé cette jeune hispanique assise dans la même position inconfortable où je m'asseyais à cet âge quand je posais des questions en classe. « Sophia, je ne savais pas que je voulais travailler en finance. Je savais juste que je voulais comprendre comment l'argent fonctionnait, parce que je voyais que ceux qui comprenaient avaient le pouvoir, et ceux qui ne comprenaient pas restaient vulnérables. Et comment avez-vous appris? En étudiant beaucoup, en posant des questions, et surtout en ne laissant personne me convaincre que je n'étais pas assez intelligente pour comprendre des concepts financiers complexes. Après le cours, Sophia s'est approchée. « Mademoiselle Martinez, puis-je poser une question personnelle ?» « Bien sûr. Avez-vous toujours eu du succès, ou y a-t-il eu des moments où les gens ont douté de vous ?» J'ai souri, me souvenant de ma conversation avec Richard de Montclair sur Enron. « Sophia, il y a eu beaucoup de moments où les gens ont douté de moi. Des moments où ils ont dit que je ne comprenais pas, que je n'étais pas qualifié, que je devais accepter ma place. Et qu'avez-vous fait ? J'ai prouvé qu'ils avaient tort. Pas avec des mots, mais avec des résultats. Et, s'ils avaient raison, et si je ne suis vraiment pas assez intelligente, j'ai regardé dans les yeux de cette jeune fille et j'ai vu ma version de 16 ans, pleine de doutes, mais aussi de détermination. Sophia, laissez-moi vous dire un secret. L'intelligence n'est pas quelque chose que vous avez ou n'avez pas. C'est quelque chose que vous développez, et la détermination compte plus que le talent naturel. Comment le savez-vous ? Parce que j'ai connu des gens très intelligents qui ont gaspillé leurs opportunités, et des gens considérés comme pas très brillants qui ont construit des empires. La différence n'était pas l'intelligence, c'était la persistance. 3 ans plus tard, Sophia est devenue la première de sa famille à entrer à l'université, avec une bourse complète pour étudier l'économie à Sciences Po. Marc Dubois a été promu associé de la firme. Emma de Montclair a ouvert notre bureau de Londres. Et moi, j'étais assise dans la bibliothèque de ma maison, la maison qui avait appartenu aux de Montclair, révisant nos résultats annuels. Martinez Conseil financier avait géré 2,3 milliards d'euros d'actifs durant la dernière année. Nous avions des bureaux dans 8 villes. Notre équipe incluait 340 employés, dont 65% venaient de milieux non traditionnels. Plus important, à travers la bourse Isabelle Rodriguez de Montclair, nous avions envoyé 127 jeunes hispaniques à l'université. À travers le programme de mentorat, nous avions enseigné les concepts financiers de base à plus de 3000 élèves de lycée public. Mon téléphone a sonné. Isabelle, ici Victoire. Après toutes ces années, je reconnaissais encore sa voix immédiatement. « Bonjour Victoire, comment allez-vous » ? « Je vais bien. Richard et moi adorons l'appartement. C'est beaucoup plus pratique que l'ancienne maison. » C'était vrai. Dans les années depuis le déménagement, Victoire et Richard semblaient plus détendus, moins préoccupés par les apparences. « Je suis heureuse de l'apprendre, Isabelle. J'appelle parce que j'ai vu l'article sur vous dans les Échos. » Ah oui, les Échos m'avaient incluse dans la liste des 40 under 40 les plus influents en finance. C'était une surprise agréable, j'ai dit. Une surprise? Isabelle, vous avez construit un empire. J'ai construit une entreprise. Une entreprise basée sur l'aide aux gens. C'est exactement de cela que je veux discuter. Richard et moi avons parlé et nous voulons étendre la bourse d'études. Étendre comment? Nous voulons couvrir non seulement l'éducation universitaire, mais aussi les programmes de MBA. Nous voulons créer un pipeline complet, du lycée jusqu'aux études supérieures. Ce serait significatif.
Nous parlons de millions d'euros. Nous avons des millions d'euros, Isabelle, grâce à vous. C'était vrai. Le plan financier que j'avais créé pour les de Montclair avait fonctionné parfaitement. Ils avaient maintenant plus d'argent que quand ils avaient acheté l'hôtel particulier à l'origine. Et il y a encore une chose, Victoire a continué. Oui, nous voulons vous nommer directrice exécutive de la Fondation. Contrôle total sur comment l'argent est utilisé, quels programmes sont créés, qui reçoit les bourses. J'ai gardé le silence, traitant la proposition. Victoire, cela signifierait que j'aurais autorité pour distribuer des millions d'euros en éducation. Exactement. Pour des jeunes comme j'étais. Pour des jeunes exactement comme vous étiez. La Fondation Isabelle Rodriguez de Montclair a été officiellement lancée l'automne suivant. Avec un patrimoine initial de 50 millions d'euros, elle est devenue l'une des plus grandes fondations éducationnelles axées sur les communautés hispaniques en Europe. La cérémonie de lancement a eu lieu au Grand Palais, le même lieu où les de Montclair avaient l'habitude de donner leur soirée de charité quand j'étais nounou. Cette fois, j'étais sur scène comme oratrice principale. Quand j'avais 19 ans, j'ai commencé mon discours devant une audience de 500 personnes, incluant certains des financiers les plus puissants de Paris. J'ai travaillé comme nounou pour une famille riche. J'ai été licencié pour avoir renversé du champagne et pour avoir eu l'audace de donner des conseils financiers. Rire poli de l'audience. Cette famille m'a enseigné une leçon précieuse, que le respect doit être gagné, pas donné, que le succès ne dépend pas d'où vous naissez, mais de ce que vous construisez. J'ai regardé Victoire et Richard, assis à la table d'honneur. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'annoncer que cette même famille a choisi d'investir 50 millions d'euros pour s'assurer que d'autres jeunes ne soient jamais limités par leurs origines. L'audience s'est levée en applaudissements. Cette fondation, j'ai continué quand les applaudissements ont diminué, ne concerne pas la charité. Elle concerne la justice. Elle concerne la reconnaissance que le talent est distribué également, mais les opportunités ne le sont pas. Après mon discours, Victoire est montée sur scène. Il y a 12 ans, elle a dit d'une voix émue. J'ai commis une erreur terrible. J'ai jugé une jeune femme basée sur son origine, pas sur son potentiel. J'ai licencié une nounou pour avoir renversé du champagne quand j'aurais dû embaucher une conseillère financière. L'audience a ri à nouveau, mais Victoire a continué sérieusement. Isabelle Martinez m'a appris que reconnaître nos erreurs ne suffit pas. Nous devons travailler activement pour les corriger. Cette fondation est notre façon de corriger non seulement l'erreur que nous avons commise avec Isabelle, mais les erreurs que notre société commet tous les jours en sous-estimant les jeunes talentueux. 5 ans plus tard, j'étais assise dans mon bureau quand mon assistante m'a informé qu'il y avait une visite inattendue. Mademoiselle Martinez, il y a une jeune femme ici qui dit être boursière de notre fondation. Quel nom? Sofia Hernandez. Sofia, l'élève de 16 ans qui avait demandé si j'avais toujours eu du succès. Faites-la entrer immédiatement. Sofia est entrée dans mon bureau, transformée. Ce n'était plus l'adolescente peu sûre d'elle d'il y a 5 ans. À 21 ans, elle terminait ses études d'économie à Sciences Po et avait été acceptée au programme MBA d'HEC, Mademoiselle Martinez. Elle a dit avec un sourire radieux, « Je suis venue remercier. » Remercier pourquoi? Pour tout. Pour le cours qui a changé ma vie, pour la bourse qui a rendu mon éducation possible, pour m'avoir appris que la persistance compte plus que le talent naturel. Sofia, vous avez conquis tout cela par votre propre mérite. Peut-être, mais vous m'avez appris à croire que c'était possible. Sofia s'est assise et m'a regardé directement. Mademoiselle Martinez, puis-je demander quelque chose? Bien sûr. Quand vous étiez plus jeune, imaginiez-vous que vous arriveriez à ce point? Que vous auriez une entreprise multimillionnaire, une fondation, que vous transformeriez des vies? J'ai réfléchi à la question un moment. Sofia, quand j'avais votre âge, je ne pouvais pas imaginer au-delà de payer mes frais universitaires. Mes rêves étaient petits parce que mon monde était petit. Et quand cela a-t-il changé? Cela a changé quand quelqu'un m'a dit que je ne comprenais pas la finance parce que j'étais juste une nounou. À ce moment-là, j'ai décidé que je prouverais qu'ils avaient tort.
Et s'il n'avait jamais douté de vous? J'ai souri. Alors, peut-être serais-je encore une nounou très heureuse quelque part. Regrettez-vous quelque chose? Je regrette d'avoir mis si longtemps à pardonner aux gens qui ont douté de moi. Le pardon ne concerne pas eux, il vous concerne. Quand vous pardonnez, vous libérez de l'énergie pour construire au lieu de détruire. Sophia a acquiescé pensivement. Mademoiselle Martinez, j'ai une confession à faire. Oui, quand j'entrerai au programme HEC, je veux étudier spécifiquement les fondations et la philanthropie. Je veux apprendre comment multiplier l'impact de l'argent sur l'éducation. C'est merveilleux, Sophia. C'est parce que, j'espère qu'un jour je pourrai travailler avec vous, aider à étendre la fondation, peut-être créer des programmes similaires dans d'autres pays. J'ai regardé cette jeune femme qui représentait tout ce que j'espérais accomplir avec mon travail. Un esprit brillant qui avait surmonté les limitations socio-économiques et voulait maintenant utiliser son succès pour aider d'autres. Sophia, j'ai dit, quand vous obtiendrez votre diplôme d'HEC, il y aura un poste qui vous attendra ici. Pas comme faveur, mais parce que vous représentez exactement le type de leadership dont le monde a besoin. Cette nuit-là, seul dans la bibliothèque de ma maison, j'ai réfléchi au voyage des 15 dernières années. Cela a commencé par l'humiliation à une soirée de Noël. Une nounou hispanique de 19 ans, licenciée pour avoir renversé du champagne et osé donner des conseils financiers. Et cela a culminé avec une fondation de 50 millions d'euros dédiée à transformer les jeunes sous-estimés en leaders financiers. La vengeance la plus douce n'a pas été d'acheter la maison des de Montclair ou de prendre contrôle de leurs finances. C'était de transformer leur rejet en motivation, leur arrogance en humilité et leurs préjugés en opportunités pour d'autres. Victoire de Montclair m'a appris que les gens comme moi n'arriveraient jamais à rien. Elle avait tort sur où j'arriverais, mais raison sur une chose. Je ne serai jamais comme les gens qui m'avaient rejeté. Je serai meilleur. Parce que j'ai appris que le vrai succès ne consiste pas à prouver que vous êtes supérieur aux autres. Il s'agit d'utiliser vos accomplissements pour élever les autres à votre niveau. La nounou qui a renversé du champagne à une soirée de Noël est devenue la femme qui sert des opportunités sur un plateau d'argent à des jeunes qui, comme elle, avaient juste besoin de quelqu'un qui croit en leur potentiel. Et c'est la vengeance la plus puissante de toutes, transformer le rejet en rédemption, l'humiliation en motivation et le préjugé en prospérité partagée. Certaines personnes naissent avec des privilèges, d'autres conquièrent des privilèges, mais les meilleures personnes utilisent leurs privilèges pour créer des opportunités pour ceux qui luttent encore pour conquérir les leurs. Ceci est l'histoire de comment une nounou licenciée est devenue mentor de centaines, constructrice de rêves et preuve vivante que sous-estimer quelqu'un peut être la plus grande erreur que vous fassiez de votre vie. Parce que parfois, la personne que vous rejetez aujourd'hui sera exactement la personne qui peut vous sauver demain.